Jérôme Grelier, bonjour. Bonjour Thierry. Dans plusieurs études, dont celle de l'AFA, l'évaluation des tiers, dans le cadre des exigences de la loi Sapin 2, semble être l'étape la plus difficile à mettre en œuvre par et pour les entreprises. Quelles sont, selon vous, les trois principales difficultés rencontrées ou les trois principaux challenges à relever? En effet, l'évaluation des terres, et ça a été souligné par l'AFA, est souvent un élément qui est pointé encore régulièrement du doigt. Probablement parce que c'est une des mesures, un des volets de la loi Sapin 2 qui combine, on va dire, trois volets distincts, mais chacun incontournable. Le premier, bien évidemment, méthodologique. C'est la base de tout, mais celui-là, il faut déjà bien le réussir et bien faire le lien avec sa cartographie des risques, avoir trouvé la bonne méthodologie pour bien identifier les tiers par rapport à son activité qui vont représenter le plus de risques, tout en calibrant bien cette méthodologie pour pas que non plus il y ait en proportion trop de risques élevés, parce que ça aurait des conséquences ensuite sur la charge d'entrée en relation, la charge d'onboarding et de vérification. Mais en plus de ce chantier-là, de cet aspect-là, il y a un aspect organisationnel, d'operating model, étant donné que le modèle idéal, c'est d'avoir un modèle à deux niveaux, première, deuxième ligne de contrôle, et puis avec un élément de gouvernance, parce que notamment dans les grands groupes, on va dire très internationaux et très décentralisés, normalement cette norme et cette méthodologie, il va falloir qu'elle s'applique partout de manière uniforme, par des équipes qui peuvent être totalement éclatées et très locales. Donc une vraie dimension d'operating model dans ce chantier, même si votre chantier méthodologique est parfait, vous allez peut-être pouvoir avoir un problème sur cet aspect-là. Et puis troisième élément, lui aussi quasiment incontournable, ça va être le chantier outils IT, où là, au vu du volume qu'il y a à traiter, ça va être difficile de faire sans outils, avec une difficulté qu'il n'y a pas aujourd'hui un seul outil, ou rarement un outil qui va vous permettre vraiment de tout faire. Donc en plus, il va falloir souvent combiner différentes briques entre la fourniture des données, entre les éléments de workflow, entre les éléments de criblage, de client screening, idéalement au quotidien. On peut même envisager des technologies pour automatiser la lecture des pièces. Bref, donc ça fait différents composants technologiques à combiner chez un ou plusieurs fournisseurs. Et puis, généralement, le chantier pointe toujours du doigt l'enjeu et la difficulté récurrente du référentiel de fournisseur, qui n'existait pas forcément toujours partout avant la loi Sapin 2, qui n'est pas toujours encore parfait aujourd'hui. Donc finalement, chacun déjà de ces chantiers n'est pas évident, mais il faut réussir à combiner les trois. Et finalement, rien que cette mesure-là, pour certaines entreprises, même grandes entreprises, ça a représenté finalement ce qu'on appelle un vrai projet de transformation. Et c'est probablement ce qui explique Transformation de l'entreprise. en tout cas, transformation et création vraiment d'un operating model dans son ensemble, qui combine méthodo, organisation, gouvernance et outils et processus. Et donc aujourd'hui, voilà, notre analyse, c'est que c'est ça qui fait que c'est la mesure une des mesures les plus compliquées vraiment à implémenter. Seconde question, l'éventail des solutions compliance disponibles aujourd'hui sur le marché répond-il aux exigences Sapin 2? Et dans tous les cas de figure, quels seraient selon vous les nouveaux services intéressants à disposer dans le cadre de la conformité? C'est jamais évident de donner d'émettre un jugement sur est-ce qu'une solution, telle ou telle solution est conforme. Mais pour autant, globalement aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même beaucoup de solutions sur ce sujet d'évaluation des tiers. Il y a un éventail maintenant large, de plus en plus large. Donc c'est pour ça que je faisais référence au fait que parfois dans la difficulté, c'est qu'il faut aussi savoir faire un choix et suivre un processus de sélection. Donc comme j'indiquais également, il y a besoin de tout un tas de briques, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui ce qui peut peut-être se démarquer et commence à apparaître, c'est des solutions un peu plus intégrées, un peu plus bout en bout, où
plutôt que de fournir uniquement la data ou uniquement un support opérationnel, hein, parce qu'on peut, sur des activités de premier niveau également, demander à un prestataire externe de les prendre en charge, essayer de combiner les différents éléments qui pourraient être donc de la data, une équipe opérationnelle, mais aussi la technologie. Ça peut permettre à certaines entreprises déjà d'accélérer la transformation de leur operating model en ayant un prestataire externe qui vient les aider à compléter ou à prendre en charge certaines opérations jugées peut-être à plus faire majorité ou compliquées à mettre en place, là encore dans un environnement international où il va falloir gérer une multitude de langues différentes, potentiellement des problématiques de fuseaux horaires, mais combiner ça avec aussi des outils permettant non seulement d'éviter ce projet d'operating model, mais aussi d'éviter le projet sélection, acquisition, voire intégration d'outils. Et donc, nous, on croit, et je crois beaucoup à la valeur de ces services intégrés. Et en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est dans ces situations-là qu'une société de services est capable, parfois avec des partenaires, mais de créer le plus de valeur pour les grands clients. Intégré dans l'outil des opérationnels. Exactement. En tout cas, un seul partenaire externe qui est capable de combiner et d'arriver avec une solution combinant data, équipe opérationnelle et outils. Donc un service intégré, on pourrait parler de service clé en main. Alors bien évidemment, dans ces cas-là, comme vous savez, la responsabilité réglementaire restera toujours du côté de l'entreprise assujettie, mais un partenaire aujourd'hui externe peut fournir l'ensemble de ces éléments, voire sur le sujet des secrétaires, même proposer un modèle de tarification à l'acte, qui est quelque chose qui peut donner beaucoup de lisibilité et de visibilité aux acteurs qui se tourneraient vers ce type de service intégré. Autre question, d'après vous, sur quel point convergeraient aujourd'hui les exigences Sapin 2, lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme et le devoir de vigilance? Et finalement, est-il nécessaire que ces convergences s'accroissent? Alors, je dirais forcément, avant toute chose, c'est sur l'évaluation du risque tiers. Alors, bien évidemment, avec des prismes différents, des natures de risques différents, mais en termes méthodologiques, en termes d'outillage, même en termes d'operating model, ça converge, ça peut converger énormément. D'ailleurs, l'AFA a même précisé dans une de ses publications que dès lors que les risques sont bien distingués, et notamment donc le risque de corruption, le dispositif peut être mutualisé avec, je crois que c'est le dispositif LCBFT qui est cité. Donc, je dirais, par rapport à votre question, avant tout, à nouveau sur le sujet de l'évaluation des tiers. Après, bien évidemment, cartographie des risques, approche par les risques, contrôle interne. L'idéal, on est quand même dans le même esprit, et l'idéal, c'est de petit à petit faire en sorte de ne pas avoir des méthodos et des processus sur ces aspects-là complètement distincts. Enfin, dernière question sur un point finalement très important dans l'organisation d'une entreprise. Quel est ou quel serait le positionnement idéal d'une ou d'un responsable conformité? Alors ça, c'est une question intéressante. Je ne vais pas avoir la prétention d'avoir une réponse toute faite, et je ne sais pas s'il y a une bonne réponse. Après, sur ce sujet-là, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être de comparer d'un côté le secteur financial services, donc banque assurance, versus les autres secteurs. Parce que le premier est extrêmement régulé depuis un certain temps, et on va dire que sur certains sujets, pas forcément applicables partout, mais c'est intéressant moins de regarder où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce secteur-là, notamment chez certaines banques, ça peut aller jusqu'à avoir la direction de la conformité comme une direction à part entière, avec la directrice de la conformité reportant directement au directeur général faisant partie du comité exécutif. Ça, je dirais, c'est le modèle le plus... Est-ce que c'est le modèle idéal? Je ne sais pas. C'est le plus courant. Dans ce secteur-là, il est de plus en plus courant, sachant qu'il y a un autre modèle
qui est d'avoir la fonction conformité au sein du secrétariat général ou d'une direction risque et conformité. Donc le responsable ou la secrétaire générale ou le responsable risque et conformité fait partie du COMEX et le ou la directrice de la conformité fait partie, donc on va dire un niveau N-2 par rapport à la direction générale. Les deux modèles existent. Là encore, ce qu'on peut peut-être dire, si on regarde la France, c'est que les banques, c'est que les deux modèles coexistent. Donc, par contre, les banques qui ont une amende de l'OFAC, donc vue des US, sont dans le modèle direction à part entière avec le Chief Compliance Officer au COMEX. Après, si on regarde donc l'autre monde entre guillemets, donc hors banque assurance, là c'est nettement, enfin, c'est plus hétérogène. Maintenant c'est nettement moins régulé et on va dire que la matière conformité, le prisme conformité est quand même sensiblement plus récent. Sapin 2 et GDPR ont été des accélérateurs. Aujourd'hui il y a d'autres enjeux qui émergent, mais c'est plus récent. Donc là on voit, voilà, pour moi le benchmark il est plus hétérogène. Je trouve intéressant, pour autant, quel que soit là encore, sans prétendre qu'il y ait une bonne réponse, se dire que quand l'AFA dit qu'aujourd'hui un de ses tout premiers critères, c'est l'implication des instances dirigeantes, en sous-entendu, ça veut dire qu'il faut pouvoir constater que la directrice de la conformité a sa voix au COMEX. Par les dirigeants. Exactement. Mais à sa voix, donc peut être entendu au niveau COMEX. Donc après, il faut trouver le bon modèle pour ça, mais je pense que c'est on va vers une tendance d'avoir la direction de conformité de plus en plus visible au niveau du COMEX. Donc je pense que c'est surtout, moi je trouve que c'est surtout cet élément qui semble important, et peut-être aussi avoir en tête que quel que soit le positionnement, indépendamment du positionnement, l'autre grande différence avec le secteur banque assurance, c'est que la conformité dans ce secteur-là n'est plus dans un rôle uniquement normatif, mais un rôle entier à jouer dans ce qu'on appelait la supervision, donc en tant que deuxième ligne au sein du dispositif de contrôle interne. Et ça, en ORFS, c'est encore, on va dire, c'est moins développé, et on a parfois, encore souvent, les directions de la conformité très très proches du service juridique, et peut-être parfois, surtout dans une position juridico-normative. Et donc voilà, c'est pas une question de critiquer ou de pointer du doigt, tout s'explique pour les raisons que j'ai évoquées, entre le niveau de régulation et la dimension récente du focus sur les sujets de conformité. Mais je trouve, indépendamment du positionnement, c'est peut-être cet élément-là à avoir en tête également. À terme, peut-être que ça convergera, que ces secteurs-là convergeront un petit peu sur le modèle banque-assurance pour voilà, continuer à donner de plus en plus de visibilité à la conformité vis-à-vis du COMEX, tout en la dotant de moyens pour aller au-delà des aspects uniquement normatifs, et évaluation des réglementations, production de politiques, exercice de coordination d'exercices de cartographie des risques, mais également leur donner les moyens de se mettre en mode voilà, vraiment supervision. Embarquer tous les collaborateurs de l'entreprise. Et actifs dans le dispositif, ce qu'on appelle dans le secteur notamment banque assurance, contrôle permanent. Je pense que c'est aussi je trouve un écart flagrant encore entre ces demandes-là. Vous disiez les collaborateurs, tous les collaborateurs de toute façon doivent être aussi embarqués. C'est-à-dire que les dirigeants doivent soutenir forcément le développement de procédures internes et doivent soutenir le ou la responsable conformité qui doit avoir une voix au COMEX, comme vous le disiez, mais de toute façon, ça concerne l'ensemble des équipes. Complètement, et c'est pour ça qu'ils doivent avoir leur voix, mais aussi les moyens pour ensuite, après avoir produit la norme et les politiques, avoir les moyens de vérifier qu'elle est correctement mise en œuvre dans l'ensemble des lignes métiers et l'ensemble des géographies. C'est ça qui est maintenant quelque chose de très significatif dans le secteur en banque assurance et qui est peut-être encore à développer et des moyens supplémentaires à allouer aux son conformité peut-être dans le secteur hors FS. Merci Jérôme Grelier pour cet échange. Merci beaucoup Thierry.